Salut à tous et salut à toutes. Comme vous le voyez sur la vignette actuellement, on va se faire aujourd'hui une rétrospective voyage. Alors sur un voyage que j'ai fait il y a très peu de temps, en avril 2022, et qui s'est passé à Porto. Oui, je sais, je parle beaucoup de Porto sur cette chaîne, mais c'est une ville que j'aime beaucoup et comme c'est la première vidéo un petit peu rétrospective de voyage, je me sers un petit peu d'un endroit que je connais pour pouvoir faire un petit peu ma rétrospective justement. Donc c'est à Porto qu'on ira aujourd'hui à travers Google Street View, enfin Google Earth, pardon, qui nous offrira une visualisation 3D un petit peu des bâtiments, du lieu et tout ça, euh, et qui surtout en fait nous permettra d'intégrer en fait des photos dans le truc. Alors il y a un petit bug à l'ouverture, en fait la capture d'image se fait pas correctement, du coup je vous ouvrirai les photos petit à petit, donc quand vous verrez un grand carré blanc apparaître, cela vous fera en fait une petite temporisation pour voir qu'il va y avoir une photo qui va arriver. Alors volontairement, je n'ai pas le pointeur de la souris qui s'affiche, donc j'essaierai de le prendre en compte bien entendu pour vous faire le descriptif. Voilà. C'est donc la fin de cette introduction. On va passer à notre voyage à Porto, donc qui s'est déroulé sur 5 jours et on va faire jour par jour. Voilà. Alors notre premier jour, en fait, bien entendu, il a bien fallu arriver et on est arrivé par l'aéroport. Donc on a pris l'avion à Dole, on est arrivé donc à l'aéroport de Porto, l'aéroport Francisco Sacarneiro. Je m'excuse également pour mon portugais. Je n'ai pas fait de portugais du tout dans ma vie. Je n'ai fait que quelques cours entre guillemets de vocabulaire sur une application que je ne citerai pas parce que je n'ai pas de raison de leur faire de la pub. Donc voilà, je suis désolé pour ma prononciation du portugais qui se révèle au mieux hasardeuse, au pire très médiocre. Voilà, donc on reprend, on est arrivé donc à l'aéroport, et ce qu'il y a de cool en fait à l'aéroport, c'est que juste là où on a mis notre petite punaise, eh ben en fait il y a le métro. Donc vous descendez de l'avion, vous pouvez direct prendre le métro, c'est un terminus, donc quand il arrive, vous avez une dizaine, quinzaine de minutes pour monter avant qu'il reparte. Et ce métro, la ligne, a aussi un terminus qui vous amène en fait en plein centre de Porto, juste ici, là où vous voyez les rails, donc la station Trinidad. Et le métro de l'aéroport s'arrête à Trinidad. Et en fait, c'est la voie qui est même la plus à gauche que vous voyez ici, qui s'engouffre et qui ne ressort pas de l'autre côté, puisque c'est le terminus du métro de l'aéroport. Voilà, donc ça vous lâche vraiment en plein centre-ville. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, là c'est toujours le petit écrin de verdure en fait au centre, là où s'affiche mon petit rond, à partir duquel je tourne. Et du coup, en fait, bah, ça vous lâche vraiment au centre-ville historique de Porto. Donc, il n'y a aucune raison de galérer en fait à Porto. Vous prenez le métro, ça vous coûte 1,60 € ou 1,40 € ou je sais plus, enfin un truc du genre pour un adulte et ça doit être moitié moins pour un enfant. Donc, c'est vraiment facile. Après, le métro de Porto fonctionne d'une manière un petit peu particulière puisqu'il fonctionne par zone. Toutefois, ça, il y a des gens qui ont fait des tutos sur YouTube. Je vous le mettrai peut-être en description si je retrouve cette vidéo. Sinon, je vous ferai peut-être un petit tuto via article Facebook. Donc le Facebook, hein, il est en bas de cette vidéo, pardon, ici. C'est facebook.com/maxindijon, MAXINDIJON, tout attaché. Voilà, c'est facile. Bref, je suis pas là pour vous parler du métro uniquement de Porto, mais de vous montrer un petit peu ce qu'on a vu. Donc en sortant de la station Trinidad, pour rejoindre notre hôtel, on est passé devant l'Igreja de Santissima Trinidad. Et donc, voilà la première photo que j'ai prise en arrivant à Porto, hors aéroport, hors avion, bien entendu. Donc c'est l'église qui se trouve en fait derrière les immeubles municipaux de la mairie, donc le Câmara Municipal de Porto, qui est juste là, et qui est d'ailleurs le deuxième truc que j'ai bien entendu pris en photo. Et donc c'est très joli et ça nous met bien dans l'ambiance directement en fait en arrivant, c'est hyper facile. Alors nous on avait fait le choix de prendre un hôtel qui était en fait en ultra centre-ville. C'est pas le moins cher, oui. C'est pas le mieux noté, oui. C'est pas celui qui offre l'expérience hôtelière la meilleure du monde, clairement.
mais c'était, en tout cas dans les critères qu'on avait choisis, l'hôtel le plus abordable et le plus sympathique, on dira, qu'on a pu trouver. En fait, nos critères, c'est simple, c'est un 3 étoiles minimum, euh, pas trop d'étages à monter parce que pour ceux qui le savent, moi je suis handicapé, je marche avec une canne, tout ça, tout ça. Et du coup, en fait, il faut prendre en compte ces contraintes. Et du coup, pour avoir le moins à marcher en ville possible, eh ben, être en ultra-centre, ça simplifie beaucoup les choses. D'autant que, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin si, je vous ai dit que j'étais parti en famille, mais si vous ne le savez pas, je suis parti du coup avec notre fils qui est un enfant de 7 ans et demi. Donc du coup, ben marcher à 7 ans et demi, c'est un petit peu galère. C'est-à-dire qu'en fin de journée, ça se plaint un petit peu parce qu'on a mal aux pieds, tout ça. Et c'est normal, hein, je ne vais pas blâmer un enfant d'être fatigué en fin de journée après des journées intenses. Donc voilà, donc c'est tout ça pour dire qu'il nous fallait un hôtel qui corresponde. Et du coup, on a pris l'hôtel qui est situé juste au coin, là, l'hôtel Aliados. Voilà. Donc hôtel Aliados, vous voyez, c'est marqué au centre, là, c'est sur le côté, en fait, parce que l'entrée de l'hôtel se fait sur le côté, puisqu'en dessous, c'est le café qui est plus ou moins dépendant de l'hôtel, le café Guarani. Je vous en parlerai en temps voulu, puisqu'on y a mangé une fois, donc je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Donc voilà. Donc notre avion a dû atterrir vers 15h30, si ma mémoire est bonne. Le temps d'arriver avec le métro, il devait être 16h quelque chose. Euh, Toute la place était en travaux quand on y était, donc ça c'était pas ouf. On n'a pas vraiment pu profiter de cette Praça do Aliados, qui est vraiment sympathique à voir. Ça perturbait aussi un petit peu les bus touristiques, mais pareil, je vous l'expliquerai en temps et en heure. Donc on s'est installé dans l'hôtel, tout ça. On a repris ensuite tranquillement la route à pied pour se diriger, faire un petit peu de tourisme avant qu'il soit l'heure de manger. Alors en fait, on a fait des petits détours plus ou moins pour se rendre à notre restaurant. On avait anticipé le restaurant et du coup on a fait des petits détours pour voir des choses sympas. Donc on a vu le Mercado da Bolao. On est passé à côté plutôt et à côté en fait il y a des immeubles qui sont très sympas mais sur un style un peu plus néoclassique que vraiment classique. Donc du coup, ça donne des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est sympa à voir. En fait, moi, c'est des architectures que j'aime bien. Et en fait, à Porto, alors attendez, si je dézoome, que vous voyez, en fait, c'était ici. Donc le Mercado da Bolao qui est là, vous voyez, là, il y a plein de grues. Et en fait, le marché est en travaux. Et donc du coup, l'immeuble que j'ai pris en photo, c'est celui qui est en face, qui est là. Voilà. Et donc vous avez en fait les localisations, c'est exactement les endroits d'où j'ai pris les photos. J'ai pris ma photo d'ici. Donc le Mercado d'Abolao étant fermé, ben, on n'a pas pu le voir. Hop là, pardon. Toutefois, j'ai fait une petite photo parce qu'on voyait quand même un petit peu le côté. Du coup, c'est sur la droite, ici, que vous voyez le Mercado d'Abolao. Et à gauche, bon, les façades traditionnelles sur un style un peu plus traditionnalo-contemporain, on va dire. Ça reste enfin, l'architecture de Porto, l'architecture portuane est très particulière, très dans son jus. Et même si on retrouve en fait les codes très classiques, je dirais, de ce qu'on trouve ailleurs au Portugal, on sent plus l'influence européenne que l'influence arabe mort qu'il y a pu avoir dans le sud du Portugal. Du fait qu'en fait, Porto est resté sous une plus longtemps en fait sous domination entre guillemets européenne, sous influence de la civilisation européenne plutôt que sous influence de la civilisation nord-africaine. Ce qui explique en fait que Porto et les villes du nord portugais ont une différence culturelle avec le sud Portugal qui a plus pris des influences nord-africaines. Et du coup, en fait, c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment clivant en fait dans l'architecture portugaise et c'est cool à voir, je trouve. Après, à vous de vous faire votre avis, à vous d'aller au Portugal. C'est un pays magnifique, je ne ferai que vous le recommander. C'est un pays que j'ai découvert tardivement. Ça fait que 6 ans que je fréquente le Portugal, mais je ne m'en lasse absolument pas. Bref, et donc en avançant un petit peu, on a juste à droite là de notre photo la Capella des Almas, donc qui est cette magnifique église avec la façade complètement recouverte d'azulejos. Vous pouvez rentrer dedans. Alors à l'heure où on est passé, nous, elle était fermée. Bah, il était un petit peu tard en fait, hein, puisque je vous l'ai dit, on allait aller manger.
Donc il devait être 6h30, un truc comme ça, et en fait elle venait de fermer ses portes peu de temps avant. Et en fait, si on est passé dans ce coin-là, juste parce qu'en fait, si vous remontez la rue et que vous tournez juste à gauche, vous avez le resto où on est allé, donc la Tabernado d'Utor, qui est un resto en fait un petit peu, je sais pas comment l'exprimer en fait, mais voilà, je vous montre la première photo parce qu'on voit bien le set de table et tout. Mais c'est un resto à touristes entre guillemets, mais avec une influence très locale. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des locaux qui viennent manger ici. Après, c'est un resto qui est un peu cher pour être un vrai resto local, on va dire, dans l'idée. Mais il vous propose certes de la cuisine portugaise, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, plutôt bien faite. Elle n'est pas non plus extraordinaire, mais elle est bien faite. Et surtout, en fait, ce restaurant a l'avantage d'accueillir très facilement les touristes parce que ils sont excessivement polyglottes. C'est-à-dire qu'on parle portugais, bien entendu, anglais comme ouais, 90% des restaurateurs dans le coin, mais on parle aussi français et espagnol. Et il me semble aussi qu'ils parlent italien, mais j'en suis pas sûr. Donc je ne parierai pas là-dessus, mais ils ont au moins 4 langues à leur compteur. Et du coup, ça permet une mise dans l'ambiance en fait assez facile. Puisque ben oui, on est dans une ambiance portugaise, mais les gens parlent français. Et le monsieur qui parle français est hyper sympa, clairement. Et la première fois que j'y suis allé en 2018, euh, il nous avait recroisé dans la rue 4 jours plus tard, il nous avait reconnus, il nous avait dit bonjour et il avait causé un petit peu avec nous. Et j'avais adoré ce contact. Et quand on y est retourné donc 4 ans plus tard en 2022 cette année donc, eh ben je l'ai vu qui buguait et qui effectivement il s'est dit zut, je les connais eux, je les ai déjà vus. Et franchement, rien que pour ça, je trouve que c'est génial. Voilà, donc je vous recommande ce restaurant, pas pour le prix de l'addition, mais pour tout le reste. Voilà, le prix de l'addition est un peu au-dessus des standards de Porto. C'est pas non plus le restaurant le plus cher, mais c'est pas le moins cher. Voilà. Et c'est très sympa. Après, on est redescendu en fait le long de la Rua Santa Catarina et on est allé dans le centre commercial en fait qui est situé juste là, juste en contrebas de la Capella de Almas, la chapelle des âmes, si ma mémoire est bonne, hein, si je me trompe pas. Corrigez-moi ceux qui parlent portugais, n'hésitez pas à faire un commentaire. Tout ça parce qu'en fait, là, eh ben, on est dans le supermarché et je trouve que ça a une gueule mais phénoménale. C'est très 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 joli, je trouve. Et en fait, ouais, ça m'incite à vous montrer ça. Euh, Pourquoi ça s'est remis? Désolé. Parce que ce centre commercial est très sympa à voir. Voilà. Donc le shopping via Catarina, allez-y, ça vaut le coup. Et puis quand on continue à descendre en fait la Rua Santa Catarina, qui est une rue très 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 animée, je vous la conseille pas pour manger, par contre pour boire un coup, il y a plein de bars, il y a plein de trucs sympas. Il y en a un ou deux que si vous voulez, vous me demanderez en privé, n'hésitez pas, j'ai une ou deux adresses qui sont vraiment cool. Mais je vous dis, c'est pas les adresses pour manger, c'est des adresses pour boire un coup, pour manger une glace, pour bouffer une crêpe, ce genre de choses. Mais c'est pas forcément une rue où on peut manger au calme et tranquillement et surtout pas cher. C'est une des rues en fait les plus chères de Porto, mais euh, voilà. Vous savez pourquoi en fait. C'est la rue touristique. Et tout simplement au bout, vous avez l'emblème un petit peu de la ville de Porto qui est le Majestic Café. Donc c'est un café qui est magnifique, qui est majestueux, qui est majestique, quoi. Par contre là, n'allez pas y boire enfin, si, allez y boire un coup, c'est sympa, l'intérieur est cool, les serveurs ont une livrée très traditionnelle, à l'ancienne, très vieille France, je dirais, puisque clairement on est inspiré de la tradition du cafetier français. Euh, mais du coup, ça donne un charme très désuet, très ancien. Et oui, c'est très 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 joli. Par contre, clairement, les prix, c'est pas les prix du reste de Porto. Vous allez payer le café 2 à 3 fois plus cher qu'ailleurs en ville, hein. Très largement, hein. On doit être à 2,80 le café, alors que vous trouvez des endroits où il est à 40 centimes, quoi. Donc voilà, je vous le dis, le match, c'est joli, ça a de la gueule. Rentrez dedans si vous comptez consommer, faites pas le touriste, faites pas le gros relou qui rentre, qui regarde et qui se barre. Clairement, il y a des gens qui boivent un coup, ça se fait pas. Soyez correct. Mais si vous voulez vous y arrêter, boire un coup ou manger, faites-le. Mais ne venez pas m'engueuler pour le prix que vous aurez payé. Vous êtes prévenus.
Voilà, mais en vrai, il est très très joli. Et ensuite, quand on se retourne justement et qu'on prend avant le croisement une petite photo, et ben de l'autre côté du Majestic, on a ça en fait, des bâtiments très 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 bien entretenus, magnifiques, qui ont été repeints il n'y a pas longtemps. Alors après, on voit les enseignes qui sont dessus, hein, Omega, Rolex, la Fnac, c'est pas des enseignes qui manquent d'argent, donc de fait, les bâtiments sont très très bien entretenus. Et ça, c'est cool, quoi. Franchement, ça fait hyper plaisir. Et donc là, pour info, le Majestic est juste derrière nous, sur la gauche. Et donc les gens qui sont en vert en bas, là, ceux-ci, sont clairement en train de regarder l'entrée du Majestic. Voilà. Ensuite, toujours sur cette soirée, on a continué de descendre et on s'est arrêté ici, en fait. Donc là, il y a des voies de tram qui passent et on a l'église paroissiale de Santo Ildefonso, donc qui est très sympa. Alors la photo n'y rend pas forcément hommage, elle est un petit peu lointaine et puis un petit peu floue. Alors je suis désolé du zoom que je n'ai pas fait exprès. Cette église est très cool. Bon, après, vu l'heure, on pouvait clairement pas la visiter. Je ne sais pas les horaires, je ne sais pas si c'est payant, mais c'est une très jolie église vue de l'extérieur. De l'intérieur, bah, à vous de vous faire votre propre avis. Allez-y, je ne peux que vous y encourager. Et puis ensuite, on s'est baladé un petit peu, donc on est descendu le long de la rue, qui nous a redescendu jusqu'au niveau de l'université lusophone de Porto. Et ensuite, on s'est dirigé tranquillement par ici pour arriver en fait juste à la cathédrale Cedo Porto. Mais avant, donc avant notre descente, je me suis arrêté juste devant le Teatro Nacional São João. Joao, pardon. Je suis désolé pour mon portugais, vraiment, hein, sincèrement, du fond du cœur, je m'excuse auprès de tous les Portugais que je peux offenser avec mon accent horrible. Et donc, nous voici devant le Théâtre National. Donc c'est un théâtre qui est en activité, vous pouvez aller y voir des spectacles, des concerts, des trucs. Allez-y, faire un tour. Après, je ne sais pas ce que ça vaut en qualité acoustique. Quoi qu'il en soit, vous pouvez y aller si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème avec ça. La Casa da Musica étant la salle de concert la plus récente et elle dispose d'une qualité acoustique de dingo. Mais si vous êtes plus traditionnaliste, allez au Teatro Nacional São João. Voilà. Désolé encore une fois pour ma prononciation. Je vais pas arrêter d'écorcher le portugais, je m'en excuse, vraiment. Sincèrement, je n'aime pas ça. Mais ça fait mieux que Théâtre National Saint-Jean, quoi. Enfin, clairement. Voilà. Alors, du coup, on a continué notre route, on est monté et on est monté donc sur l'esplanade de la cathédrale Cedo Porto. Mais avant, en fait, on s'est arrêté juste là, près du restaurant chinois qui est ici, parce que on est juste au-dessus, en fait, du Ponte Dom Luís Ier. Je ne sais pas dire premier en portugais, ne vous moquez pas de moi. Euh, et en fait, ça donne, oups là, pardon, n'importe quoi. Ça donne en fait une vue qui est vraiment sympa en fait. Juste là où la petite épingle était plantée. Ah mince, elle est floue celle-là. J'en ai une deuxième, je vais vous la montrer. Alors elle est zoomée celle-ci, mais bon, ça vous donne une idée. On a une vue qui est magnifique. Et là, quand le soir arrive, c'est super sympa, c'est super cool pour se balader. C'est franchement hyper joli. Voilà, je ne peux que vous inviter à vous balader une fois la nuit tombée à Porto. C'était la première fois que je le faisais. Étonnamment, je suis venu 4 fois à Porto. Je ne suis jamais sorti en soirée. Alors, pour diverses raisons. Mais voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas, faites votre tour. Et puis ensuite, on est revenu un petit peu en arrière pour remonter en fait le long de cette magnifique cathédrale qui domine complètement la ville. C'est la cathédrale Cedo Porto. Et donc, juste là où la petite punaise s'est plantée, et ben voilà la vue qu'on a. Alors je m'excuse pour le projecteur qui est au milieu, je n'ai pas réussi à pouvoir faire une photo sans qu'il soit présent, ou alors on était vraiment écrasé. Et donc je disais, je suis désolé, il y a une légère coupure du logiciel Google Earth qui a planté tout simplement. Donc voilà la vue de la cathédrale Cedo Porto qui est juste, qui est juste sympa malgré tout. Et en fait, je ne pouvais pas trop me décaler d'un côté ou de l'autre. Donc du coup, j'ai été obligé de me taper ce projecteur en pleine poire. Alors, la cathédrale, je vais vous la montrer de face, hein, depuis le parvis de la cathédrale, en fait, si ça veut bien. Donc depuis le parvis de la cathédrale, voilà la vue qu'on a. La cathédrale se visite
On est allé la visiter, je vous montrerai ça, c'était sur un des derniers jours qu'on a fait là-bas, donc du coup pour l'instant le soir elle est bien entendu fermée. Voilà, et puis après on est reparti à notre hôtel tranquillement et je me suis arrêté juste là au coin pour faire une petite photo parce que je la trouvais sympa de nuit. En fait sur la droite là on a l'église, n'importe quoi, la gare de Sao Bento, donc la gare de Saint-Benoît, qui est magnifique. Vous inquiétez pas, je vous montrerai pourquoi elle est magnifique parce qu'on est rentré dedans, bien entendu. Pas ce soir-là, mais un autre jour. Et donc en fait, si on continue tout droit, tout au fond là vers cette église qui est là, et qu'on tourne ensuite à gauche, et ben on arrive juste au niveau de la Praça dos Aliados, donc juste là, voilà, pour retourner à notre hôtel. Donc en fait, si vous regardez bien, vous allez suivre les petites punaises, et en fait on a fait un petit tour comme ça. Là où vous voyez les punaises se soulever, en fait, bah, c'est l'ordre du tour qu'on a fait. Tac, et voilà. Donc ça, c'était notre premier jour à Porto. Premier jour de vacances. Alors, bien entendu, il y a eu un second jour. Donc on va enlever toutes les punaises de ce jour numéro 1. Et puis, je vais vous remettre donc les petites punaises qu'on a eues. Donc là, il faut vous imaginer, toujours, on sort de l'hôtel. Et là, au lieu de redescendre, alors depuis l'hôtel, au lieu de redescendre sur la gauche, et ben cette fois, on a tourné sur la droite. Dans cette rue-là, là où vous voyez la grande tour qui est en face. Et donc, juste là dans le coin, là où j'ai mis la petite punaise jaune, eh ben, j'ai pris une photo de cette fameuse église d'Éclair, Igreja dos Clérigos. Voilà. Donc, qui est magnifique, qui est visitable, et je vous invite vraiment à le faire. Je ne l'ai pas fait sur mes 3 précédentes visites à Porto. Je ne le regrette pas, mais je suis content d'être allé la visiter quand même malgré tout au bout de 4 ans. Enfin, de 4 visites dans le coin. Alors, clairement, l'église d'Éclair, elle a une histoire qui est hyper sympa. Je vais pas vous spoiler sur la confrérie d'Éclair, sur leur côté hospitalier et compagnie. Il y a une église, il y a la grande tour d'Éclair qui se visite et qui se monte, enfin dans laquelle vous pouvez monter. Et si vous rentrez en fait à l'intérieur de l'église d'Éclair, voilà le genre de décor que vous avez, donc qui est juste clairement magnifique, hein, c'est super chouette. Si on zoome là au milieu, en fait, vous voyez la statue, juste derrière il y a une vitre, et en fait quand on monte et qu'on commence la visite, on arrive derrière cette vitre, et en fait depuis cette vitre, on a vu sur la nef de l'église, enfin du corps du bâtiment, et on voit justement en direction de là où je suis, et le point de vue est génial. Sans rire, j'avais jamais vu ça dans une église encore, et franchement, c'est super cool. Donc, l'église est magnifique, et on va pas se mentir. Je vous mets une vue supplémentaire. Voilà, il y a des dorures partout. C'est vraiment le faste de l'époque très très fortement religieuse où au Portugal on investissait dans les églises. Et voilà le genre de vue qu'on peut avoir. Franchement, c'est super cool. Faites-la, hein. Franchement, faites la visite de la Tour d'Éclair. Vous avez la visite de l'église qui est inclus dans le prix. Par contre, clairement, je vous montre avec la deuxième photo que j'ai pu faire en fait, enfin avec les autres photos de notre ascension, il faut y aller tôt. Il faut y aller tôt parce que, en fait, voilà, la sensation d'étouffement là que vous avez de par cette vue à travers la fenêtre, vous comprenez qu'en fait les murs sont hyper épais, donc que pour circuler à l'intérieur de la tour, en fait, bah, c'est tout petit, c'est tout étriqué, et je vais vous montrer, hein, vous allez le voir. Si je vous montre l'escalier, voilà, il y a à peine la place pour une personne, et donc du coup pour se croiser, et ben à certains endroits on est obligé soit de remonter, soit de redescendre pour pouvoir laisser passer les autres personnes et passer ensuite. Donc clairement, allez-y à l'ouverture, vous aurez moins de monde, et en fait, vous aurez le gros des gens qui vont arriver quand vous redescendrez. Donc faites-le comme ça, ne vous faites pas avoir. Voilà. Par contre, clairement, si je vous montre en fait cette ascension, c'est parce qu'on a une vue
qui est juste extraordinaire quand on est tout en haut, voilà, sur Porto. Alors ça, c'est une des vues sur Porto. Je vous montre celle en fait où on voit la cathédrale Cedo Porto où nous étions la veille justement, le monastère, je ne sais plus son nom à ce monastère, mais qui est au fond de l'autre côté, côté Villanova de Gaia. On a la vue sur le Douro, donc avec le Ponte Dom Luís en fait qui est pas là, qui est juste. Pourquoi ça dézoome plus? Dézoome, voilà. Qui est juste derrière, en fait, là, derrière la Cedo Porto. Et en fait, vous avez cette vue à 360, vous pouvez faire tout le tour et c'est juste fantastiquement chouette. Ça a une gueule, mais phénoménale. Donc n'hésitez pas, faites la tour d'éclair, montez-y, ça vaut le coup. Et puis en redescendant, eh ben, on peut faire ce genre de photo pour avoir une vue complète sur la tour. Donc là, en fait, la photo, je l'ai prise, si vous regardez, en fait, depuis là où est ma punaise, hein, clairement, on va pas mentir, voilà. Et ça, en fait, c'est une galerie commerçante. Il y a plein de petits commerces, de cellules commerciales dedans. Et en fait, on passe de la tour d'éclair, on passe ici, tac, et de l'autre côté, on arrive au niveau de la librairie Lelo. Alors, la librairie Lelo, il y a, je vous montre quand même la façade, voilà. Il y a beaucoup de fantasmes et d'histoires à propos de cette librairie. Ça serait la librairie qui aurait inspiré J.K. Rowling, l'auteur des livres Harry Potter, pour créer tout ce qui est décor des bibliothèques de Poudlard, donc de l'école de magie. Sauf que ça a été démenti par l'auteur elle-même, mais ça a été confirmé par l'auteur elle-même. Je m'explique. J.K. Rowling a démenti qu'elle se soit inspirée directement en fait de la librairie Lelo. Par contre, elle ne nie pas s'en être inspiré indirectement et peut-être que ça a joué dans son esprit pour inspirer les décors de bibliothèque. Pourquoi ça? Parce que J.K. Rowling a été professeure en fait à l'université de Porto et qu'elle passait très souvent devant la librairie Lelo, qu'elle est rentrée dedans, qu'elle y a acheté des livres avant que ce soit un truc touristique, pour la simple et bonne raison que l'université de Porto, elle est là. Elle est vraiment à 2 minutes à pied. Même pas, 30 secondes à pied depuis la librairie Lelo qui est là. Vous voyez? Donc, elle ne dément pas le fait que ça ait pu l'inspirer indirectement, mais en tout cas, si elle s'en est inspirée, elle ne l'a pas fait consciemment. Voilà ce qu'il faut retenir de la librairie Lelo. Si c'est votre première visite à Porto, éventuellement, ça peut être un truc à faire. Je dis bien éventuellement. Pourquoi? Parce que je vais vous remontrer la photo. Là, vous voyez, il était 10 heures du matin. Vous voyez le monde là qui fait la queue? Et la file, elle s'étend sur toute la rue qui descend. D'accord? En fait, la file, elle descend là. Vous voyez, donc la librairie, l'entrée est là. La file descend là, puis tourne dans la rue là, et va jusqu'aux trois quarts de la rue quasiment, jusqu'à cette espèce de gros bâtiment gris là, avec les toits en terrasse plats. Voilà, donc vous avez en gros littéralement 1 heure à 1 heure et demie de queue pour rentrer dans la librairie, après avoir payé un ticket de 5 euros si ma mémoire est bonne, ou 4 euros. Alors, ticket qui vous est remboursé si vous achetez un livre dans la librairie. Il y a des livres dans 40 ou 50 langues différentes, donc vous pouvez trouver du français si vous êtes français, de l'italien si vous êtes italien, ou du portugais si vous voulez des livres en portugais. Et donc le prix du billet d'entrée est déduit en fait de ça si vous achetez un livre, tout simplement. Donc, tout ça pour dire la librairie Lelo, faites-le s'il n'y a pas trop de monde, faites-le si vous avez le temps et si vous avez vraiment envie d'y aller. Sinon, dispensez-vous-en. Vous allez perdre du temps à faire la queue pour rien et il y a beaucoup de choses à voir à Porto. Même si cette librairie est magnifique, on va pas se mentir, juste à 2 pas là, vous faites juste 20 mètres et vous tombez en fait sur le fronton de l'université de Porto. Il y a la tour d'éclair derrière. Enfin, il y a plein de choses à voir en fait. Hein, donc, faut pas se limiter à ça. Donc, avec la fontaine des lions, la Fonte dos Leos. Je suis désolé encore une fois pour mon portugais. Et juste à côté, l'Igreja do Carmo. Donc cette église-ci qui a des azulejos sur tout le côté gauche de l'église. Et donc cette église, bien entendu, je l'ai prise en photo parce qu'elle est magnifique et il ne faut pas se leurrer. Et en plus, on a la place pour prendre des photos de loin, de près. On peut vraiment s'amuser à faire de belles photos avec cette église. On a voulu y rentrer. Sauf que c'était pas donné, c'était pas ouvert quand on y allait. Il fallait attendre une trentaine de minutes, je crois, de mémoire. Et clairement, on voulait pas péter le budget pour ça, sachant qu'on allait déjà faire la cathédrale Cedo Porto et qu'on savait qu'on allait la faire
On venait de sortir de l'église des Clercs. C'est dit refaire une église, c'est pas donné. Non, ça suffit, on va aller se balader. Et donc du coup, bah, bien évidemment, on est allé se balader. En fait, après notre petit tour, on est redescendu jusque là dans le jardin da Cordoaria. Encore une fois, désolé, hein, le jardin qui est ici. Tac. On voit pas trop la punaise, mais elle est là. Voilà. Et on s'est baladé dans ce jardin et en fait, c'est hyper reposant. C'est hyper joli. Il y a plein de petits magasins, de petites échoppes, enfin des cafés en général surtout, alors qui n'étaient pas ouverts parce que ce jour-là on était dimanche en fait. Donc bah, dimanche tout n'est pas ouvert, clairement. Et puis qu'il était 10 h aussi, 10 h 30, un truc du genre. Donc du coup voilà quoi, c'était repos, tranquille, balade. On a profité un petit peu du jardin. Et en fait, dans le jardin, il y a souvent des expos temporaires et puis il y a aussi ces sculptures-là, alors qui y sont depuis au moins 4 ans, puisque je les ai déjà vues en 2018 et elles étaient toujours là en 2022. Je ne me souviens plus si en 2016 je les ai vues ou non quand j'y suis allé, et en 2017 je ne suis pas passé dans le coin, donc je ne sais pas. Donc, mais elles y sont au moins depuis 2018. Voilà. Et c'est joli, c'est sympa, c'est reposant. Il y a pas mal de pigeons qui viennent essayer de quémander, mais bon. Bref, tout ça pour dire, en fait, après, vous continuez un petit peu la route, ce qu'on a fait, pour retourner, en fait, juste ici, à côté du centre portugais de la photographie, que je vous invite à faire. Il paraît que c'est super sympa. J'ai plusieurs personnes qui me l'ont mentionné. Je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'il faut que je retourne à Porto un jour. Il y a des expositions thématiques, plus une exposition qui reste, en fait, qui reste en place. Je me souviens qu'en 2018, c'était Frida Kahlo. On n'avait pas été la voir. Enfin, pas Frida, hein, l'exposition, parce qu'on avait d'autres choses à voir et à faire. Mais je pense qu'un jour, je m'arrêterai pour aller voir le centre portugais de la photographie. Quoi qu'il en soit, ici, là, on a un monastère, et juste à côté du monastère, on a une église paroissiale. Donc, l'église paroissiale de notre Seigneur de Victoria, de Victoire ou de Victoria, je ne sais pas. Donc cette église-là, que j'ai trouvé très jolie. Je ne suis pas rentré dedans, encore une fois, parce qu'on venait de faire l'église des Clercs, qu'on avait buté devant la Igreja do Carmo. Et du coup, ouais, on n'était pas motivé. On voulait surtout aller juste derrière, là, dans ce petit, là où il y a les petites barrières sur la droite, parce que là, il y a un point de vue qui est juste génial. Voilà, le Miradouro da Victoria, ici, où on prend des photos très 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 chouettes de ce goût-là, qui offre un panorama en fait qui est différent de ce qu'on peut voir d'ailleurs et qui est pas très connu. Il n'y a pas grand monde dans ce point de vue en fait. Il y a des gens en fait avec des guides. Et si vous n'avez pas de guide, c'est pas le genre de point de vue que vous découvrez par vous-même, tout simplement. Et après, vous pouvez redescendre en fait soit par ici, là où vous voyez les deux petits camions, les escaliers, et puis redescendre en fait à travers les rues pour arriver à ce niveau-là, en fait, à côté du marché Ferreira Borges, ou, et c'est ce qu'on a fait, descendre par la rue là qui longe un petit peu la pique ici. Alors oui, il y a un mur devant, tout ça, gna gna gna, tout ce que vous voulez. Par contre, quand vous descendez, en fait, juste ici, ah, je vais y arriver, je suis désolé, vous avez une vue sur la cathédrale Cedo Porto, qui est juste, qui change énormément et qui est, je trouve, magnifique. Voilà. Cette petite rue, elle est piétonne. Alors, il y a les gens qui habitent dans la rue peuvent y circuler en voiture, mais c'est exceptionnellement rare. Mais on s'y sent bien dans cette petite rue. Elle descend en pente relativement abrupte, mais ça va. C'est largement faisable. Et en vrai, j'ai trouvé très très sympa cette petite rue parce que si on continue à descendre, voilà ce qu'on voit. Elle est cool. En vrai, elle est cool. Il y fait bon vivre. Il n'y a pas grand monde, hein, vous le voyez. Hein, en plus, on est en période de vacances scolaires françaises et au moment où on visitait, et il y avait personne hein, dans cette rue. Donc ça, c'était vraiment cool. Voilà. Et en fait, quand on continue à descendre par là, qu'on arrive sur cette grande avenue et qu'on descend, toc, on arrive en fait juste, comme je vous l'ai dit, sur le marché Ferreira Borges,
qui lui-même débouche sur la Ribera. Et quand on arrive sur la Ribera, donc par cette descente-là, tac, juste ici, pardon, ici, cette descente-là, je me suis un peu gouré, on arrive en fait par là, et donc à gauche, on a le Douro. Alors ici, ça circule, hein. Là, à l'heure où on était, il n'y avait pas trop de monde, étonnamment, mais en vrai, ça circule énormément dans cet endroit-là, parce que juste sur la gauche, vous avez le tunnel en fait qui amène au pied du Ponte Dom Luis. Donc voilà, ça circule beaucoup en général, donc faites gaffe, hein. Faites pas trop. Bah voilà, l'entrée du pont qui est juste là, en fait, sous le truc, je sais pas si on la voit là, voilà, là juste où j'ai mis le point. Vous voyez? Et donc, si on continue à descendre, on arrive vers le cube. Donc ici, le cube, vous allez le voir, je vous le montre. Tac, le cube, c'est ça, c'est cette grosse sculpture cubique qui fait office de fontaine aussi. Voilà. Moi, je trouve pas ça ouf. Mais c'est rigolo, ça a bien fait marrer le gamin à 7 ans et demi. En même temps, c'était bien pour lui, donc c'est cool. Et puis après, on débouche sur la Ribera, donc avec tous ces petits restaurants, ces terrasses, cafés, etc. Et la vue magnifique sur le Ponte Dom Luis, qui là est, bah voilà, voilà, ça cause de soi-même. En fait, la première fois qu'on arrive là, je pense que ça fait le même effet que j'ai vu sur le gamin, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, il a baissé les bras, il a ouvert la bouche et il a fait waouh, quand même. Voilà, textuellement les mots qu'il nous a sortis. Et j'ai trouvé ça tellement génial, et en fait, et tellement vrai, c'est vrai que c'est très impressionnant. On est sur des façades très traditionnelles, donc comme je vous dis, avec les échoppes en bas, qui sont maintenant des restaurants, des boutiques de souvenirs, ce genre de choses, des cafés. Et en fait, les lieux d'habitation qui sont au-dessus, donc très traditionnels, avec les frontons, avec les carreaux de ciment, les azulejos, donc qui traditionnellement sont bleus, mais qui peuvent aussi être jaunes, verts, rouges, de toutes les couleurs en fait. Et c'est ça qui donne de la couleur à la ville de Porto, en fait. Voilà. Ensuite, bien entendu, le pont Dom Luis. Alors ça, on peut pas s'empêcher de faire une photo du fameux pont. Donc avec une barque à fond plat, donc les Barco Rabello, qui servaient en fait à transporter les tonneaux de Porto, comme vous le voyez là. C'est des barques à fond plat en fait qui permettaient de remonter et redescendre le Douro pour transporter les tonneaux de Porto. Pourquoi? Parce que juste en face, en fait, là on est à Porto, et de l'autre côté là, on est à Villanova de Gaia, et là où vous voyez juste où on est, c'est toutes les anciennes coopératives viticoles qui servaient de cave d'affinage, enfin de vieillissement du Porto, et surtout de cave de stockage pour l'exportation, parce qu'en fait, si on dézoome, clairement, là, voilà, il y a la mer, enfin, il y a l'océan. Donc, du coup, voilà, le plus près, c'était là. Donc voilà, et si Porto est célèbre, c'est parce que c'était un port, d'où le nom de la ville, hein. Porto, c'était le port. Et en fait, c'était aussi un port de commercial et d'exportation de vin. Voilà. Ensuite, le pont Dom Luis, alors, nous, il était en travaux quand on y allait, hein, on le voit bien sur l'ancienne photo, la première que je vous ai montrée avec le Barco Rabello. En fait, ici, on voit qu'il était en travaux. Vous voyez, si on prend vraiment au milieu, on voit qu'il était à moitié en travaux et du coup, c'était un petit peu gênant sur le tablier inférieur. Parce que du coup, les voitures ne pouvaient pas y circuler et du coup, ce n'était que piétonnier, mais on voyait rien en fait. Donc, c'était pas terrible pour d'un point de vue beauté. Bah, je vais vous montrer une image, hein. Ça sera plus éloquent. Voilà, c'était pas très joli. Malgré tout, on se sent quand même écrasé par la structure. C'est quand même très joli. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, j'ai fait une photo depuis ici. Je vais vous montrer celle-ci parce qu'elle est effectivement magnifique. Voilà, cette photo, j'adore cette photo. C'est celle que je vous ai, presque celle que je vous ai mis d'ailleurs en vignette de début de vidéo. Ce pont, la structure va vous faire penser immédiatement à un monument emblématique français, la Tour Eiffel. C'est normal. L'ingénieur qui a construit le pont Dom Luis, qui a fait les plans, a bossé avec Eiffel. On vous dira que c'était un apprenti d'Eiffel ou que c'est Eiffel lui-même qui a fait le pont, c'est pas vrai. Le pont, il a été fait par un ingénieur qui a bossé avec Eiffel, qui s'est inspiré éventuellement un petit peu des travaux d'Eiffel préparatoires pour la Tour Eiffel,
Mais c'est pas Eiffel qui a fait le pont. Ceci dit, effectivement, on est quand même très proche. Peut-être qu'il y a eu des appointances, peut-être qu'il y a eu des partages de plans, des partages de calculs, ou même que Eiffel a donné sa papate pour filer un coup de main. Mais ce n'est pas lui qui est crédité comme ingénieur sur ce Ponte de Moïse. Voilà. Il n'empêche que le pont est magnifique et que clairement, on sent l'inspiration de l'époque, industrielle, métallique, avec une vraie réflexion sur la portance et le côté double tablier du pont qui avait deux usages réels. Voilà. Donc, si on continue un petit peu, après notre petite balade, hein, vous voyez là, on commence à s'être bien baladé depuis le matin, eh ben on a eu faim, donc du coup on est allé manger. Et on est allé manger chez Micha. Ça, c'est une adresse que je vous recommande. Allez-y. Sur tous les guides, vous verrez, on attend longtemps, gna gna gna. Oui, on attend longtemps. C'est vrai. Par contre, vous passez une heure avant, vous réservez, vous dites je veux manger à midi, bah clairement à midi vous arrivez, vous êtes installé. Point. Micha, pour moi, c'est la meilleure Francesinha qu'on ait mangé à Porto. Le bar, restaurant, a de la gueule. Comme vous le voyez, on est clairement dans une thématique maritime, marine. C'est sympa, c'est un peu à l'ancienne. Il y a des banquettes en bois, là on les voit pas bien, mais ah bah non, on les voit pas du tout en fait. Mais derrière moi, bah, j'ai une banquette en bois. Voilà. Alors oui, si vous vous pointez sans avoir réservé, vous allez attendre. Par contre, clairement, la Francesinha, elle vaut le coup. Elle n'est pas plus belle, elle n'est pas plus moche que dans les autres restaurants de Porto. Mais pour moi, c'est la meilleure que j'ai mangée. Voilà. Et on reste à des tarifs corrects. En avril, là, on était à 9 euros la Francesinha. Depuis les augmentations qu'il y a eu à Porto, c'est un prix qui est moyen bas. Porto a énormément augmenté en 4 ans. Je ne vous ferai même pas l'affront de parler en 6 ans, mais rien qu'en 4 ans, il y a eu une inflation de malade. C'est-à-dire qu'avant, on trouvait des restos qui faisaient des francesinha complètes, donc avec l'œuf, avec les frites, à 6 euros. Maintenant, en trouver une à 9 euros, c'est bien. Vous voyez le delta qu'il y a. Donc, actuellement, en 2022, en tout cas, Micha, pour moi, c'était le meilleur rapport qualité-prix de francesinha sur les adresses que j'ai fait. Et de toutes celles que j'ai goûtées à Porto, pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, elle vaut le coup. La sauce tomate sans l'oignon, ce qui est rare. On sent légèrement le goût de bière, mais pas trop. Elle est acide juste comme il faut. Elle ne pique pas trop. Parce qu'on a des restos où la francesinha, la sauce bière tomate oignon, elle arrache. Et ben là, c'est pas le cas. Elle est légèrement relevée, mais elle est bonne. Voilà. Allez-y. Et surtout, Micha aussi, quand je vous parle de l'inflation, il y a un produit sur lequel l'inflation, elle se ressent. En fait, c'est le poulpe. Porto, c'est un des ports où on ramène le plus de poulpe. Pourtant, le poulpe, qui est un mets, certes, un petit peu plus cher que la moyenne dans la ville, est devenu un produit de luxe. C'est-à-dire que là, les deux tentacules, c'était clairement abusé. On se retrouve presque au prix du poulpe, on est plus cher qu'en France, dans la majorité de Porto. Ça devient dur de trouver du poulpe pas cher à Porto pour ceux qui aiment ça, alors qu'avant, on pouvait se gaver un demi-poulpe pour moins de 20 balles, quoi. Et un demi, hein, je vous parle de 4 tentacules comme ça, quoi, clairement. Maintenant, c'est plus possible. Là, cette petite assiette m'a coûté 12 euros. Et on était parmi les moins chers de toutes celles que j'ai vues. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas de pénurie de poulpe cette année, il n'y a pas eu de problème de pêche au poulpe cette année. Donc pourquoi c'est ce tarif-là? Clairement, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais fichtrement rien. Voilà. Mais si vous aimez le poulpe, bah du coup, Amisha, il est à un prix correct. Je dis pas qu'il est pas cher, il est correct. Pour un Français qui vient, qui a des moyens un petit peu plus élevés que le local, on va pas se mentir, hein, le SMIC français, c'est pas le SMIC portugais. Le SMIC portugais autour de 900 euros, le SMIC français autour de 1003. Vous voyez la différence? C'est pas de la moquerie, c'est pas on se la pète parce qu'on est français, mais clairement pour des locaux, manger du poulpe, ça devient quasiment impossible. Si, ça devient possible quand on va là-bas. Tout là-bas, dans ce petit village-là, ce petit village de pêcheurs.
à Fourada. Voilà. Donc là, vous pouvez y aller, hein, clairement. C'est un petit peu loin. À pied, c'est compliqué. Ça marche pas mal. En bus, c'est super chiant. Il n'y a pas de métro. Mais allez là-bas. Vous payerez moins cher. C'est plus typique. Et on est dans un bon esprit. Mais sur Villanova de Gaia et Porto, bah clairement, le pool peut vous oublier. Hein. Enfin, vous oubliez, sauf si vous avez un peu de sous à mettre. Mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Je ne suis pas sûr. Et chez Micha, pour finir, eh ben, étonnamment, pour un restaurant portugais, il y a de très bons desserts. Desserts traditionnels dont je me souviens jamais le nom, mais si quelqu'un de portugais regarde cette vidéo, qui me le dise le nom, parce que là-bas chez Micha, il était bon. Il était même très bon. On en avait mangé la veille à la Taberna do Doutor, à côté, il était insipide, quoi. Clairement. Alors qu'on l'avait déjà plutôt apprécié. Bref. Ensuite, on a continué un petit peu notre petite balade, puisqu'on est allé juste ici, pour embarquer sur un bateau, en fait, ici, pour aller faire la croisière des 6 ponts, qui nous a fait faire, en fait, tout le long du fleuve Douro jusque là, puis demi-tour, puis le Douro jusque là, voilà, puis demi-tour, puis retour à la base d'embarquement. Et donc, avant embarquement, on a des petites vues qui sont assez sympas. Et même avec un zoom de téléphone, on arrive à faire des photos qui sont plutôt honnêtes, parce que même si on zoome, on n'est pas trop mal en vrai. Alors qu'à vol d'oiseau, on n'est quand même pas à côté, hein, puisque la Cedo Porto, elle est là. Donc on a un bon kilomètre, quoi, je dirais. Donc ouais, non, c'était cool. Et puis après, eh ben, on a repris la Ribera, donc on a repris le pont, hein, on est passé le long du pont, on est redescendu la Ribera, on a refait des petites photos, alors on était juste au bout, voilà. C'était joli, c'était sympa, on a profité du beau temps, on s'est clairement en fait baladé sur cette journée. Alors oui, on a fait des trucs, mais on s'est baladé. Et pour tous ceux qui ont déjà vu mon ordinateur ou qui ont suivi un de mes lives, euh, mon fond d'écran, c'est cette maison-là. Voilà. Sauf que la fois où je l'avais prise, c'était en 2017, et ben, il y avait un arc-en-ciel juste au-dessus et j'adore cette photo. Donc du coup, c'est mon fond d'écran sur mon ordinateur. Et puis ensuite, on est remonté donc jusque là pour arriver au Mercado Ferreira Borges, qu'on n'a pas visité. Par contre, comme il est joli, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une petite photo. Voilà, donc c'est ça, le Mercado Ferreira Borges. C'est le gros bâtiment rouge, en fait. Voilà. Et avec sur le côté le Palacio da Bolsa. Je vous raconte tout de suite le Palacio da Bolsa. Puisque j'ai mis une petite épingle dedans, une petite... Hop là. Oula. Oula. On s'est envolé. On s'est envolé. Alors, le palais de la Bourse. Palais de la Bourse, donc, qui est ici. Voilà. Donc, c'est ce grand bâtiment-là. Il paraît que c'est magnifique dedans. Je ne l'ai jamais visité. J'aimerais bien. Sauf que quand on y allait, ben, il n'y avait pas de visite en français et que je ne sentais pas de. On n'avait pas envie de traduire de l'anglais aux gamins, rater des trucs, potentiellement avec les visites guidées. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on reviendra. De toute façon, on a prévu de revenir à Porto, donc on reviendra. Et donc le palais de la Bourse vu de côté, voilà ce que ça donne. Et juste sur le côté, là en fait, cet grand édifice accolé au palais de la Bourse qui est ce bâtiment un peu plus clair, et le grand édifice à côté, c'est l'église euh, Sao Francisco, je crois, de mémoire. Bah, attendez, on va regarder. C'est ça, Sao Francisco. Donc qui était l'église qui avait été construite à l'époque pour une raison très précise, c'est-à-dire qu'elle servait en fait à bénir les transactions qui étaient faites au palais de la Bourse. Et donc à sacraliser un petit peu les transactions financières de l'époque. Et donc au Palais de la Bourse, c'est là qu'on achetait justement de grandes quantités de Porto, qu'on achetait d'autres produits manufacturés ou non portugais pour l'exportation. Également pour l'interne, mais pour l'exportation en grande majorité. Voilà. Donc ensuite, on a continué un petit peu notre route et on a pris cette route-là qui, en fait, vous voyez, passe le long des voies de tram et on est allé jusqu'ici.
où j'ai pu prendre des petites photos assez sympas, puisque ici en fait c'est cool. On est un peu surélevé par rapport au dessus et en fait voilà, je trouve que c'est assez joli, c'est sympa comme quartier. Moi j'aime bien cet endroit. Et surtout, la première fois que je suis venu à Porto, c'est le premier endroit où on a vu un rayon de soleil et où on n'était plus dans la brume et où je me suis dit que la ville était belle. Voilà. C'est Porto en fait, c'est particulier, c'est-à-dire qu'on peut ne pas apprécier la ville si on y va un jour où il fait pas beau. Un jour où il fait beau, il y a plein de couleurs, c'est vert, c'est joli. Et un jour où il fait un temps moche, et ben c'est une ville qui est sombre, qui est grisâtre, qui est moins agréable. Voilà. Et ensuite, en fait, on a poussé un petit peu la route jusqu'ici, là, le World of Discoveries. Donc, qui est ce bâtiment là où il y a le petit pont là qui enjambe, juste au milieu. Voilà, bah voilà, je vous le montre hein, carrément. Donc le pont est au-dessus, le World of Discovery, c'est la façade là avec le bateau. Et donc, ce World of Discoveries, en fait, c'est un musée qui... Oh là, je suis perdu là, voilà. Qui retrace en fait en deux parties la vie des navigateurs portugais à l'époque des grandes découvertes. Donc l'époque Vasco de Gama, les autres... j'ai plus le nom du deuxième navigateur très célèbre portugais. Je ne me souviens plus, ça m'agace, c'est pas grave. Euh, et donc en fait en deux parties, il y a une partie musée en fait, où c'est la première partie que vous faites, où on vous montre des modèles de bateaux, enfin l'évolution des bateaux justement que les Portugais ont utilisés à l'époque des grandes traversées. Donc je vous ai montré le premier. On peut aller sur un peu plus récent, du coup, pas les derniers, mais là on commence à arriver sur du petit galion. Euh, et en fait, ce musée donc nous explique tout ça. En partie musée, clairement. Hein. Voilà, on est dans un musée, on a les grands navigateurs, on nous parle des bateaux, et ensuite on pénètre en fait dans une reconstitution d'une cale d'un navire. Donc du coup, avec des enfants, c'est hyper intéressant. Déjà en tant qu'adulte, j'avais apprécié, mais en tant qu'enfant, c'est sympa. Après, ce musée, il a une autre particularité en fait, et c'est pour ça que j'ai mis une deuxième petite épingle. Donc partie bateau. Eh bien parce qu'en fait, on est sur, enfin comme dans des attractions Disneyland, ce genre de trucs, on est dans un petit bateau en fait sur des rails qui sont mis sous l'eau dans un bâtiment et en fait on nous retrace avec des reconstitutions de petites scènes l'époque de la colonisation portugaise avec la mise en place des comptoirs, la découverte des routes commerciales avec le Nord-Afrique. Alors on ne passe pas sous silence la mauvaise période portugaise avec l'esclavage notamment. On ne passe pas sous silence tout ça, mais on n'en fait pas une fierté non plus. Donc c'est vraiment le témoignage de mémoire qui y a là-dedans et que j'apprécie moi de mon point de vue. Ensuite, on a aussi la découverte des Indes, les comptoirs type Pondichéry, etc. Macao, bien entendu, qui était un comptoir portugais. Et en fait, on a même l'époque de l'exploration portugaise du Japon. Parce que oui, les Portugais sont allés jusqu'au Japon. En fait, les explorateurs portugais ont fait énormément de choses, ont ouvert énormément de routes commerciales, ont fait le Magellan. Voilà le deuxième navigateur que je cherchais, Fernando Magellan, qui me semble qu'il était portugais hein, d'ailleurs. Enfin, c'est pour ça que je le mentionne. Et qui, du coup, lui, avait fait. Enfin, il y a eu les premiers tours du monde, le Cap de Bonne-Espérance avec Vasco de Gama, les premières routes commerciales vers les Indes qui se sont faites par le sud. Enfin, voilà, il y a eu énormément de découvertes et de routes commerciales ouvertes par les Portugais. Ce musée retrace ça. Ce musée est cher, clairement. Mais ce musée est cool. Et ce musée est cool avec des gosses. Clairement, allez-y avec des gamins. Alors oui, il n'est pas hyper long, mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Enfin, je me souviens assez du gamin qui était tellement heureux d'y aller. Vous voyez, par exemple, les importations des comptoirs, etc. Que pour moi, ça vaut clairement le coup. Bref, faites-le. Il y a rarement du monde parce qu'il est cher, justement. Alors, je sais plus, mais ça doit être 9-10 € l'entrée, ce qui, pour le Portugal, reste cher pour un musée.
Et malgré tout, je regrette presque la première fois où je suis venu au Portugal où on s'est posé la question est-ce qu'on va le voir? Et en voyant les prix, on s'est dit on n'ira pas. Et ben en fait, c'était une erreur. Il faut y aller. Pour moi, il est vraiment cool. Et d'ailleurs, juste en face, on ne l'a pas fait, mais ici, vous avez comment une plusieurs musées en un en fait dans ces anciens entrepôts et hangars de construction navale. Euh, Il y a des trucs, il y a des musées, allez-y. Je les ai fait, on les a pas fait cette fois-là, mais je les ai déjà fait et ça c'est cool aussi. Donc dans ce coin-là, en fait, vous avez plein de trucs à faire et après vous pouvez même remonter en vous perdant un petit peu dans les petites rues via les petits, vous voyez les petits escaliers qui longent, c'est super fatigant, mais franchement c'est super chouette. Voilà. Donc ouais, allez-y là-bas aussi. Là pour le coup, je vous le recommande vraiment. Et puis ensuite, on est reparti en fait, et sur le chemin du retour, on est repassé devant le palais de la Bourse, bien entendu. Donc sur Sao Francisco, j'ai refait une petite photo du clocher que je trouvais joli, et j'ai profité qu'il n'y ait pas grand monde. Et puis ensuite, on est remonté donc par cette grande allée. Donc on voit la tour d'éclair à travers une ruelle, et je trouvais que c'était sympa. Donc du coup, j'ai pris une photo. Voilà. Je prends des photos, enfin, j'arrête pas moi de photographier. Et puis du coup, là, Praça dos Aliados, justement, où je n'ai pu prendre que une ou deux photos de tout le voyage, parce que justement, vous allez le voir, là sur la gauche, on voit bien tous les panneaux de réfection, on voit bien la déviation sur la droite qui y a là. En fait, c'était super chiant et du coup, c'est dommage parce qu'on voyait pas la moitié de la place. Par contre, on voit bien notre hôtel donc qui était en face, là où il y a la coupole. Alors, on dormait pas tout en haut, hein, je vous rassure, mais voilà. Et puis juste sur la droite, en fait, de l'image, vous aviez cette petite statuette avec les petits porteurs de raisins. Voilà. Et donc le soir, on est allé dans un restaurant par là-bas, voilà, qui s'appelle Bajou. Bajou, j'en avais un excellent souvenir. En fait, un restaurant qui était très local en 2018, qui faisait des très bons plats. J'avais pris, je m'en souviens encore, hein, c'est pour vous dire, mais la première fois que j'y suis allé, j'avais pris le canard avec le riz au four, le arroz de pato, et ma femme avait pris les tripes à la mode de Porto, tripes à moda de Porto. Et j'avais mangé des tripes, j'avais goûté les tripes et j'avais aimé les tripes, alors que c'est quelque chose que je déteste d'habitude. Et là, bah, je sais pas, on a voulu faire un petit peu les foufous et du coup on s'est pris un pica-pao à partager. Donc le pica-pao c'est un mélange de viande. Donc il y a du porc, il y a du bœuf si ma mémoire est bonne et il doit y avoir de la saucisse avec du fromage et la sauce de la Francesinha, donc tomate, oignon, bière. Sauf que là, c'était immangeable. Ça piquait sa mère, mais ça nous a déchiré la tronche, quoi. C'était affreux. On n'a pas fini le plat, qui était quand même copieux, certes, mais en temps normal, je pense que je l'aurais fini. Là, c'était tellement costaud, même moi qui mets du tabasco dans quasiment tous mes plats, j'ai trouvé que c'était trop fort. Et c'est dommage. D'autant que le resto, les prix ont augmenté. Donc ça a augmenté et c'est moins bon. Franchement, j'étais un peu déçu. Je pense que j'y retournerai un jour, mais pour voir un jour où je retournerai à Porto, mais clairement, je j'irai à reculons quand même. C'était une très bonne adresse. À mon sens, vu ce que j'ai goûté, c'est plus vraiment le cas. Et j'ai oublié dans le pica-pao, il y a aussi ce qu'on aperçoit là sur le côté, des petits légumes en pickles en fait, qui apportent normalement le croquant et la fraîcheur au plat. Et là, pour le coup, bah, c'était un petit peu raté. Et pareil pour la Francesinha, elle était bonne, mais le gamin n'a pas pu la finir, ça piquait trop. Vraiment, ça piquait, c'était pimenté. Et je vous dis, même moi qui mange énormément de piment, j'ai trouvé ça fort. Voilà. Donc ainsi se termine notre deuxième jour. Donc vous le voyez, hein, on a fait pas mal de choses quand même. On va pas se mentir. On est parti donc sur la tour d'Éclair. On a fait l'église d'Éclair en premier. Puis on est monté librairie Lello, l'église de Carmo, le jardin, le point de vue, le Miradoro da Vitoria, la descente avec les vues, la descente sur la Ribera, le Ponte Dom Luis, Micha, la petite croisière en bateau que je vous recommande parce que c'est pas excessivement cher.
je vous conseille de le faire vraiment. Puis ensuite, on est reparti Ribera, Palais de la Bourse, le World Discoveries, etc. On est reparti, on est remonté et ensuite on a fini comment notre journée là où on l'avait commencé quasiment sur la Praça de Aliados et Badjou. Voilà pour notre deuxième jour. Mais pardon, j'étais un peu bas, j'étais comme ça, non. Comme ça, 2 jours 2. Voilà. Et donc, bien entendu, s'il y a un jour 2, il y a eu un jour 3.